Bonjour à tous, et notamment à trois grandes amies, le docteur Boussena Chaban, que je connais depuis de nombreuses années, à la ministre Lubana Mouchawa et à la députée Maria Saadé, elle aussi une grande patriote, et voir que cet honneur et ce message national de la Syrie soient portés par de telles femmes d'exception. Shukran jazilan. Un poète français, Jean Ferrat, dit que la femme est l'avenir de l'homme. La femme syrienne est peut-être l'avenir de l'homme proche et moyen-oriental. Absolument. Je le pense aussi. Je voudrais aussi associer à notre réunion mon ami Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France au Soudan et auteur du livre remarquable « Tempête sur le Grand Moyen-Orient », dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface. Et ce livre est maintenant traduit en arabe, et je conseille vivement à mes amis de lire ce livre de Michel Rimbaud, qui restera et qui va s'imposer comme l'un des grands manuels de géopolitique des Proches et Moyen-Orient. Alors, sans répéter ce qu'a dit mon ami le colonel Alain Corvèze, qui est l'un de nos meilleurs experts français de géopolitique, je veux revenir brièvement sur 3 points. Le premier, c'est que ce qui se passe chez vous est une guerre civilo-régionale, civilo-internationale, une guerre globale où se joue l'avenir du monde. Deuxième point, la bataille d'Alep conditionne plusieurs données stratégiques. Et enfin, ma conclusion consistera à dire que la géographie issue du conflit va conditionner aussi la nature politique des États de toute la région. Alors, mon premier point, le conflit global, en recoupant ce qu'a dit Alain Corvèze, je dirais qu'il a 3 cercles. Le premier cercle est, vous l'avez vécu dans votre chair et dans votre douleur, mars 2011, juillet 2011. Après Dera, les frères musulmans syriens pensent que l'heure de la revanche de Hama a sonné et qu'ils peuvent prétendre à prendre le pouvoir. Dans le sillage des mal nommés, très mal nommées révolutions arabes, après la Tunisie, l'Égypte, la Libye, voire le Yémen, les frères musulmans syriens pensent qu'ils auront le soutien des Américains pour prendre le pouvoir en Syrie. Le deuxième cercle, à partir de l'été 2012 et de l'attentat contre les responsables du ministère syrien de la Défense, l'Arabie saoudite s'ingère massivement dans le conflit en Syrie. C'est ce que j'appelle le cercle wahhabite. Mon ami algérien, le politologue Ammar Belhimer,
explique que le wahhabisme a toujours eu deux fonctions historiques. Première fonction historique, lutter contre les nationalistes arabes. C'est la Oumma contre Al-Watan. La deuxième fonction historique, c'est de contenir les chiites, le chiisme, qu'ils soient perses ou arabes, et notamment les minorités alaouites en Syrie et chiites au Liban, à Bahreïn et dans tout le monde arabe. Et ces deux fonctions historiques du wahhabisme durent depuis Abdel Wahhab et Ibn Taymiyyah. Et là, très clairement, il faut dire les choses très clairement, deux géographies s'affrontent. Reprenant l'idéologie de l'école néoconservatrice américaine de Bernard Lewis, qui disait « Il ne faut plus parler du monde arabe, il ne faut plus parler des pays arabes, il faut parler des tribus arabes. Il faut casser les États-nations arabes pour qu'ils redeviennent des tribus primitives. Les Arabes n'ont pas droit à l'État-nation. » Voilà le message de cette école néoconservatrice qui a inspiré les deux administrations Bush, mais qui a inspiré aussi dans un style différent les deux administrations Obama. Et donc, reprenons le vieux plan israélien de Ben Gurion, le vieux plan Oded Inon de 82, consistant à casser, à couper, à fragmenter tous les États-nations arabes, à les retribaliser, à les refaire régresser à l'état de tribu. Donc on assiste bien ici à deux géographies, puisque la géographie, le plan géographique de l'alliance américano-saoudo-israélienne est de retribaliser le monde arabe. Manque de chance, accident de l'histoire, ce plan qui était en œuvre en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, ce plan échoue en Syrie. Parce qu'en Syrie, les forces nationales, avec leurs alliés russes, iraniens et Hezbollah, les forces nationales syriennes résistent à ce plan. Et la géographie de cette résistance, de cette muqawama, c'est la conservation et la consolidation des États-nations arabes, consistant que l'avenir de paix et de stabilité doit passer par l'affirmation des États-nations arabes et du règlement national de la question palestinienne. Mon deuxième point concerne la bataille d'Alep, les enjeux de la bataille d'Alep. Très bien. Merci au traducteur. Mon deuxième point concerne des réflexions stratégiques à partir de la bataille d'Alep, où l'armée nationale syrienne va reprendre Alep. Et c'est un cauchemar annoncé pour les forces américano-saoudo-occidentales. Et il ne vous aura pas échappé que dans les médias européens et français, on dit qu'il faut libérer Mossoul, mais que Alep est assiégé. Alep est assiégé par sa propre armée nationale.
Et le docteur Boussena Chaban a pu dire dernièrement sur la chaîne libanaise Al-Mayadin que la bataille d'Alep fait tomber tous les mensonges de la presse occidentale. À Mossoul, les civils sont des boucliers humains. À Alep, les civils sont des cibles. À Mossoul, l'aviation américaine fait des frappes chirurgicales. À Alep, l'aviation russe et syrienne font des bombardements très meurtriers. On voit le deux poids, deux mesures de la propagande, mais je reviens aux enjeux stratégiques. Il est clair que la victoire annoncée de Alep va libérer un corps d'armée syrien de 30 000 hommes qui va pouvoir se réorienter sur Deir el-Zor, voire sur Raqqa, pour arriver à la libération et la reconquête totale du territoire national syrien. Donc ça, c'est un élément principal, conséquence du coup d'État raté contre Erdogan en Turquie le 15 juillet dernier. Et il est clair que le président Erdogan et le président Bachar al-Assad ne vont pas se serrer la main demain. Mais Vladimir Poutine a compris tout l'intérêt qu'il peut maintenant détacher Erdogan et la Turquie de l'OTAN pour revenir à une gestion concertée du dossier kurde entre l'Iran, la Syrie et des interlocuteurs turcs. Et je crois qu'une des conséquences stratégiques majeures de l'évolution et du retour à la paix va passer par la gestion de ce dossier kurde. Enfin, l'autre élément, je dirais, stratégique important est de voir la Chine apporter un soutien majeur à l'armée syrienne, parce qu'il y a plus de 3000 Ouïghours à Idlib et Jers el-Shourour. Et qu'après Alep et la Syrie, ces gens vont rentrer au Xinjiang en Chine, les Tchétchènes vont rentrer au Caucase et vont ouvrir de nouvelles terres de djihad, toujours avec l'argent d'Arabie Saoudite et du Qatar. Et que ces groupes vont continuer à nourrir le terrorisme, non seulement en Chine, au Caucase, mais aussi en Europe et dans mon pays, la France. Et comme le dit un collègue journaliste, Renaud Girard, en France, Daesh et Jabhat al-Nusra sont nos ennemis. L'armée syrienne ne menace pas la France. Mais l'armée syrienne nous aide à vaincre le terrorisme de Daesh et de Jabhat al-Nusra. Enfin, dernier point pour ne pas trop allonger, je dirais que la géopolitique et les deux cartographies en présence dont je parlais avec le plan de fragmentation du Grand Moyen-Orient de Madame Condoleezza Rice, repris par l'administration Obama, de casser tous les États arabes, et la résistance nationale, les résistances nationales syriennes, irakiennes, palestiniennes, voire égyptiennes, eh bien, débouchent sur des États-nations et des structures politiques qui n'ont pas la même fonction. Dans le cadre de la mondialisation anglo-saxonne, les États accompagnent la reconfiguration du grand capital et des intérêts financiers des grandes sociétés. Dans le cadre de la résistance nationale, les États-nations en Syrie et ailleurs continuent
à financer des services publics, des politiques sociales et d'éducation pour les plus défavorisés, et pas seulement pour les alaouites, pour les chrétiens, pour les druzes, pour les ismaéliens ou les assyro-babyloniens ou les syriaques, mais pour les Syriens, pour les Palestiniens, pour les Égyptiens et pour les Irakiens. Donc, je crois que de cette confrontation régionale aussi découle dans la conception même politique des États très différents, des États nationaux qui vont continuer à gérer des programmes de services publics et des politiques sociales contre des États cyniques qui sont les fondés de pouvoir du grand capitalisme. Et pour moi, au-delà de ce soutien politique à la Syrie aujourd'hui, je vois ces implications à la fois géopolitiques et politiques. Merci de votre attention. Shukran jazilan.